Au Venezuela, l'Union européenne ne reconnaît pas la légitimité démocratique du gouvernement du président sortant, Nicolás Maduro. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu en Serbie pour sceller un accord commercial. Belgrade a acheté 12 avions de combat français Rafale. L'Union européenne ne reconnaît pas la légitimité démocratique du gouvernement de Nicolás Maduro, un mois après les élections contestées au Venezuela. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays européens ont discuté de la situation dans le pays sud-américain, où l'opposition menée par María Corina Machado dénonce des irrégularités dans le vote, qui a également été qualifié de non transparent par les observateurs de l'ONU. L'Union européenne demande la présentation des bulletins de vote. Ha pasado un tiempo ya más que prudencial solicitando las actas y tenemos que rendirnos a la evidencia de que esas actas no se van a presentar. No hay voluntad de presentarlas y por lo tanto no de verificarlas. Los 27, una vez que constatamos que no hay voluntad de entregar esas actas, ¿qué podemos hacer para que sea la voluntad democrática de los venezolanos la que sea respetada y la que triunfe finalmente? Le candidat de l'opposition, Edmundo González, que les États-Unis reconnaissent comme le véritable vainqueur de l'élection présidentielle, s'est également exprimé lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères en liaison vidéo. L'Union européenne ne va pas aussi loin, mais elle envisage de sanctionner d'autres membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale vénézuélien, en plus des 55 qui figurent déjà sur la liste. Mais cette action seule ne suffit pas, selon un conseiller de l'opposition basé à Bruxelles. Il faut rompre le lien entre le gouvernement de Maduro et les hauts gradés de l'armée vénézuélienne, à qui le président sortant a distribué postes et rentes ces dernières années. Another action that could be some type of incentive is to create a package, an aid package, linked to the democratic transition of Venezuela. So once the Venezuelan transition is in place or is heading to that direction, this financial package will be available for the reconstruction of the democratic system in Venezuela. Those are incentives that could be provided in order to break this situation where you have de facto authority relying on the military for support. Une autre idée, suggérée par Nelson Dordelli, est la création d'un envoyé spécial de l'Union européenne pour le Venezuela, comme cela a été fait pour d'autres régions du monde. La Russie poursuit ce jeudi ses frappes par missiles et par drones sur le territoire ukrainien. D'après les autorités ukrainiennes, l'armée a réussi à intercepter la plupart de ces tirs. Elle aurait notamment arrêté 2 missiles et 60 drones Shahed. Les responsables de l'administration militaire de Kiev déclarent, eux, avoir bloqué plus de 10 drones qui ciblaient la ville. Lors de leur destruction, leurs débris sont tombés dans 3 quartiers, causant des dommages légers à des habitations. Aucun blessé ni mort n'est à déplorer. Parallèlement, tandis que les forces armées ukrainiennes apprennent à tirer avec des lance-grenades, l'état-major général de l'armée a reconnu des frappes récentes sur des dépôts de pétrole. D'après les médias russes, la région de Rostov a été placée en état d'alerte en raison des combustibles brûlés pendant ces attaques. En fin de journée ce jeudi, Volodymyr Zelensky a enfin déclaré sur le réseau social X que les objectifs de son armée avaient été atteints dans la région russe de Koursk. En déplacement ce jeudi à Bruxelles, le chef de la diplomatie ukrainienne s'est fixé un objectif, convaincre les 27 de faire pression sur Washington pour lever les restrictions sur les utilisations d'armes fournies à Kiev. Good morning. One of the outstanding issues on our agenda is the permission for Ukraine to strike legitimate, I emphasize legitimate military targets in the depths of Russia. And here we are mainly talking about airfields which are used by Russia to launch their bombers, strategic bombers and tactical bombers to attack Ukrainian forces and to attack Ukrainian citizen infrastructure. Le sujet fait débat au sein des pays membres et certains s'y opposent, comme l'Italie ou la Hongrie. Mais le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est dit favorable à la levée de toutes ces restrictions. The weaponry that we are providing to Ukraine has to have
full use, and the restrictions has to be lifted in order for the Ukrainians to be able to target the places where Russia is bombing them. Otherwise, this weaponry is useless. Plusieurs pays occidentaux imposent des restrictions sur l'utilisation des armes qu'ils ont fournies à Kiev, en particulier les missiles à longue portée qui permettraient à l'Ukraine de frapper des cibles en profondeur sur le sol russe, ce qu'il redoute, un conflit direct avec Moscou. Mardi, Volodymyr Zelensky a annoncé qu'un premier missile balistique de courte portée et de fabrication ukrainienne avait été testé avec succès. Son développement permettrait à son pays de s'affranchir des restrictions imposées par les alliés occidentaux. La Serbie a signé ce jeudi un contrat d'achat de 12 avions Rafale auprès de Dassault Aviation à l'occasion d'une visite du président français Emmanuel Macron à Belgrade. Les chasseurs français doivent remplacer la flotte vieillissante de MiG russes de l'aviation serbe. Belgrade devrait recevoir d'ici 2029 9 Rafales monosièges et 3 biplaces pour un montant qui n'a pas été dévoilé. Mais en février, évoquant un possible achat, le président serbe Aleksandar Vučić avait annoncé être prêt à mettre 3 milliards d'euros sur la table. The choice to buy Rafales is a clear choice that represents a will for cooperation and long-term alliance between our two countries within the strong, sovereign European Union. And this choice takes part in our strategic autonomy. We are building our defense and we want to be operationally independent. We should continue doing that in all the sectors of the affairs of... Le dirigeant serbe s'est dit reconnaissant de rejoindre le prestigieux club Rafale. La question était sensible car Belgrade, candidate à l'Union européenne, maintient des relations avec Moscou malgré l'invasion de l'Ukraine et n'a pas imposé de sanctions à la Russie depuis le début de la guerre en 2022. La France a évoqué une logique d'arrimage de la Serbie à l'Union européenne. Belgrade peut faire le choix stratégique de coopérer avec un pays européen pour renouveler sa flotte, espère Paris. Ce jeudi, le président français Emmanuel Macron a accueilli Keir Starmer. Le Premier ministre britannique travailliste fait un passage express sur le continent pour réchauffer les relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il était ce mercredi à Berlin et a présenté un traité pour relancer les collaborations économiques, notamment dans le domaine de l'énergie, avant d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à Paris. Après 8 ans de relations altérées par le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, il a assuré vouloir tendre la main et relancer les échanges avec les pays membres, ce qui ne l'a pas empêché d'exprimer clairement à Emmanuel Macron que son pays ne rejoindrait pas le programme de mobilité des jeunes de l'Union européenne et qu'il ne reviendrait pas sur le Brexit. Lors de sa visite à Berlin cette semaine, Keir Starmer a également fait part de ses craintes concernant la montée de l'extrême droite au Royaume-Uni et a préconisé que les partis progressistes européens luttent ensemble contre le populisme. Se déplacer dans Paris est un véritable défi pour une personne en fauteuil roulant. Bien que la capitale française ait promis d'améliorer l'accessibilité à l'occasion des Jeux paralympiques, le réseau de transport public de la ville reste très compliqué à parcourir pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons voyagé dans le RER avec Franck Maille, représentant de AFP France Handicap, une association qui lutte pour le bien-être des personnes handicapées dans la société. Là, vous allez voir, il y a un ascenseur, on va descendre à l'accueil. Et là, ça s'arrête d'autonomie pour moi. Pour que Franck puisse monter dans l'un de ces trains, il faut qu'il attende qu'un agent l'accompagne et qu'il sorte une rampe spéciale. Il va y avoir quelques ratés, pas plus tard qu'hier, où la personne m'a oublié. Souvent, une personne en fauteuil roulant qui se déplace dans le métro se fait couper la route par des passagers pressés. C'est une fatigue physique et psychologique, quoi. Physique parce que on fait des kilomètres dans les couloirs, et psychologique parce qu'il faut faire attention à tout le monde, à plein de choses. Vous avez vu tout à l'heure la foule, le monde, le flux, tout ça. À Paris, le métro reste donc pour l'heure le moyen de transport le plus chaotique pour une personne handicapée moteur. Inaugurée en 1900, la ligne 1 qui traverse la capitale française d'est en ouest est une des seules qui soit entièrement accessible. Mais là aussi, les problèmes surviennent très vite dès que vous êtes dans une chaise roulante. Donc là, regardez, là,
Voilà. Je fais pas de roue arrière, je fais rien. L'amélioration de l'accessibilité était l'une des principales promesses des organisateurs des Jeux Olympiques de Paris, surnommés les Jeux pour tous. Pas les Jeux pour tous, on essaie d'améliorer, oui, ça, je crois qu'il y a une volonté quelque part de vouloir faire et de bien faire, mais est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on demande, ce qu'il faut, c'est demander conseil à des personnes concernées. Lors de la dernière étape du voyage en bus, également annoncé comme 100% accessible, Franck rencontre d'autres problèmes. En raison des Jeux Olympiques, de nombreuses lignes de bus ont été déviées. Tous les arrêts ne sont pas équipés d'une rampe d'accès et lorsque c'est le cas, Franck doit toujours demander de l'aide pour être poussé vers le haut. Ce trajet prendrait environ 1h30 à une personne non handicapée. Pour Franck, il a duré plus de 3 heures. La ville de Paris, qui a certes fait des efforts avec l'arrivée des Jeux, reconnaît qu'il faut faire davantage en matière d'accessibilité. On a aussi désormais, grâce au jeu, 1000 taxis qui sont accessibles aux UFR, donc aux personnes qui sont en fauteuil roulant. Et ça, c'est des vraies avancées. Pour autant, il y a encore du travail à effectuer. Je pense notamment à l'accessibilité du métro, où nous avons porté, avec des associations de personnes en situation de handicap, un gros plaidoyer pour demander la mise en accessibilité partielle du métro. On sait que l'accessibilité totale est quasi impossible dans une ville comme Paris. Pour autant, je pense qu'on peut travailler de façon intelligente à un bon maillage territorial pour permettre aussi cette accessibilité du métro. Des activistes comme Franck Maillard espèrent que ces Jeux serviront de catalyseur pour le lancement de travaux d'ampleur destinés à rendre la vie plus simple pour les quelques 12 millions de personnes vivant avec un handicap en France.